Bien, bonjour à tous. Je fais suite à la première vidéo que j'ai fait pour commenter le Tour de France et notamment l'étape du plateau de Bay qui était une étape miraculeuse pour Tadej Pogačar. J'ai fait une vidéo en réaction à cette ascension où le record de Marco Pantani avait été battu de 3 minutes 30. Elle a eu beaucoup de succès sur YouTube, donc il y a des centaines de commentaires auxquels je ne peux pas répondre parce que ça prendrait un temps infini. Mais j'ai parcouru un petit peu tout ça. Et du coup, je vais en profiter pour répondre à des questions intéressantes qui sont posées ou à des remarques qui sont faites et pour détailler certaines choses qui sont demandées par certaines personnes. Donc, ça vaut le coup de le faire. Donc, je le fais. Donc, je précise effectivement, petit erratum, Guillaume Martin termine pas 23e mais 13e. C'est une erreur. Voilà, j'ai dit 23 au lieu de 13, mais il termine 13e du Tour de France. Mais ce qui m'intéressait surtout, c'est que Guillaume Martin a pris des écarts quand même considérables. Si on prend la montée du Pla d'Adé, par exemple, où il arrive avec le groupe maillot jaune au pied de la montée, en l'espace d'une demi-heure, il se prend 4 minutes dans la vue. Et c'est vraiment beaucoup, hein. Et ça a fait dire à Guillaume Martin qu'il ne comprend pas comment c'est possible que ça monte aussi vite. Et il a pas l'impression d'être moins fort, mais il a l'impression que devant, ça va beaucoup plus vite. Et même Romain Bardet, sur cette fameuse étape du plateau de Bay, il a complètement halluciné et il a été ébahi par les écarts qui ont été effectués. Donc, je dirais qu'il y a pas mal de cyclistes français qui, effectivement, font le constat qu'il y a quelque chose qui se passe qui est étrange, vraiment étrange. Alors, bien sûr, si ça avait été un coureur français qui avait gagné le plateau de Bay comme l'a fait Pogacar, j'aurais fait exactement la même chose, hein. Le truc, c'est qu'il n'y a pas un seul Français qui, depuis Richard Virenque, a été capable de réaliser des performances aussi stratosphériques en montagne. Il n'y en a pas. Même lorsque Thibaut Pinot, Romain Bardet ou Jean-Christophe Péroux montent sur le podium du Tour de France, les performances qu'ils réalisent dans les ascensions n'ont rien à voir avec les performances réalisées par Pogacar, Vingegaard, Remco ou quelques autres coureurs. Il y a vraiment un saut considérable. Donc voilà, c'est évidemment, c'est pas une question de chauvinisme, que ce soit un problème de français ou pas qui gagne le tour. Ici, on a vraiment un problème de performance qui sont tout à fait hors normes. Hors normes. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire hors normes? Euh, il y a un mythe aussi qui est pas mal évoqué, dont j'ai pas parlé dans la première vidéo. C'est le mythe de Tadej Pogacar, qui était déjà très très doué chez les jeunes, une sorte de prodige extraordinaire, qui permettrait de justifier ses performances mutantes. Alors, ben, je suis allé voir, c'est pas vrai du tout. Tadej Pogacar n'était pas un prodige, ni chez les jeunes, ni chez les juniors. Si on regarde son palmarès chez les juniors, alors qu'il a commencé le vélo il y a longtemps, c'est-à-dire qu'il a commencé bien avant les catégories juniors, dans les catégories enfants, vers une dizaine d'années. Donc il arrive chez les juniors avec une très bonne expérience technique et tactique du vélo. Et chez les juniors, il sera vainqueur du contre-la-montre au championnat de Slovénie et troisième au championnat d'Europe Espoir, junior, pardon. Euh, et puis, il va remporter une course par étape junior, une course par étape internationale. C'est bien, mais des juniors comme ça, il y en a 50 tous les ans. Ça n'a rien d'extraordinaire, c'est un bon junior, mais il faut le dire qu'il y en a 50 tous les ans de ce niveau-là. Et c'est pas parce qu'un minime, un cadet ou un junior va gagner des quantités de courses chez les jeunes que ça permet de dire que plus tard, ça va être un cador qui va gagner 3 Tours de France en gagnant 6 étapes haut la main comme ça. Pas du tout. Les champions du monde junior, il y en a qui n'ont jamais performé chez les professionnels. Des jeunes qui gagnent toutes les courses de la saison en minime cadet, il y en a, qui ne sont jamais devenus professionnels, qui n'ont jamais été performants. C'est pas du tout un critère. Quand on connaît le monde du vélo, on sait très bien que c'est pas un critère de performance déterminant. Euh, Si on compare à Remco Evenepoel, par exemple, là, on a affaire à un prodige. Parce que Remco Evenepoel, il arrive chez les juniors, il débute le vélo en junior. Dès sa première année, il s'adapte vite. Il arrive à gagner quelques courses devant des très très bons coureurs juniors belges de niveau national. Et l'année suivante, sa deuxième année de vélo, il est champion de Belgique de contre-la-montre, de course en ligne, champion d'Europe du contre-la-montre et de la course en ligne, champion du monde du contre-la-montre et de la course en ligne, et il remporte les 5 courses par étape auxquelles il participe, les 5 courses par étape internationales. Remco Evenepoel a été un véritable prodige chez les juniors. Ce n'est jamais arrivé des prodiges pareils. Parce qu'il faut savoir qu'il gagnait les courses en solitaire la plupart du temps. Il n'était pas forcément à l'aise au peloton, donc il partait tout seul et il terminait avec 5 minutes, 7 minutes d'avance. Et il a gagné des épreuves internationales de cette manière-là.
Donc là, effectivement, des Remco Evenepoel, ben, il n'y en a pas un tous les ans, quoi. On n'a pas vu ça. À ma connaissance, ça n'existe pas. C'est le premier à faire ça. Et Remco Evenepoel, par rapport à Pogačar, dès qu'il arrive chez les professionnels, eh bien, il remporte une Coupe du Monde, la Classica San-Sébastien, à 19 ans. Si on compare à Pogačar, il a dû attendre 2 ans lorsqu'il a intégré l'équipe UAE pour devenir un prodige. C'est-à-dire d'un seul coup, dès qu'il a intégré l'équipe UAE, troisième du Tour d'Espagne, l'année suivante, il gagne le Tour. C'est pas du tout la même chose, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Alors, certains ajoutent que Pogačar a gagné le Tour de l'Avenir à 19 ans, un des plus jeunes vainqueurs du Tour de l'Avenir. David Gaudu aussi a gagné le Tour de l'Avenir à 19 ans. Et David Gaudu n'est pas du tout du même niveau que Pogačar dans la montagne. L'écart est considérable. Et l'année dernière, David Gaudu l'a bien fait remarquer aux journalistes quand on lui a demandé ce qui s'est passé. Il a dit non, mais j'étais à 100% de mes moyens. Simplement, les mecs, ils sont beaucoup plus forts. Il y a 2, 3 crans ou 4 crans au-dessus de ce que j'ai pu voir en début de saison à Paris-Nice. Voilà, j'ai pas explosé. Simplement, j'étais au top, mais les mecs, c'est pas la même course. Voilà ce qu'a dit David Gaudu. Donc, si vous lisez entre les lignes de ce que disent les très bons coureurs français qui peuvent jouer le général sur des grands tours, ils ne peuvent pas dire hein, ouvertement ce que j'explique là. Parce qu'ils sont dans le milieu, ils sont à la place où ils sont, c'est très compliqué de le faire. On ne peut pas forcément leur en vouloir. Mais il faut lire entre les lignes. Il y a quelque chose qui cloche. Ils le font bien remarquer à leur façon. Donc voilà, donc ça, ce mythe de Pogačar surdoué, c'est pas vrai. J'avais entendu même Pierre Roland évoquer ça plutôt que en bottant en touche, en utilisant cet argument-là, et donc c'est pas vrai. Tadej Pogačar, des comme lui, il y en a 50 tous les ans chez les juniors. L'autre mythe qui est vraiment tenace, c'est le mythe du matériel qui a évolué. Le matériel a évolué, avec ces vélos-là, on peut gagner, on économise 40 à 50 watts, etc. Ça, c'est pas vrai du tout non plus. Je l'ai lu sur des sites comme le dérailleur.fr de mémoire. Plein de gens ont fait ce genre de commentaires, tentent de dire, justifier en disant on gagne 10 watts avec la chaîne, 10 watts avec les pneus, 10 watts avec les vêtements, encore 10 watts avec le vélo, etc. Ça, c'est pas vrai, ça marche pas comme ça. Il faut bien savoir qu'il existe à ce jour une seule étude qui a été faite sur un vélo ancien et sur un vélo moderne. Donc, le vélo ancien, c'est un vélo de 1983 qui pesait environ 10 kg et un vélo de 2009. Donc l'écart entre ces deux vélos, il est bien plus important qu'entre le vélo de Marco Pantani et le vélo de Tadej Pogačar. Parce que le vélo de Marco Pantani, contrairement à ce que je pensais, hein, j'ai pensé qu'il pesait autour de 8-9 kg, en réalité, il pesait 6,9 kg. Il y a des gens qui ont reconstitué le poids du vélo à partir des catalogues des différentes pièces du vélo. Et il y avait beaucoup de pièces en titane, ce qui fait que Marco Pantani avait un vélo qui pesait finalement le même poids que celui de Tadej Pogačar, voire légèrement moins, hein, 6,9 kg. Donc le poids du vélo, c'est le même. Dans l'expérience de 1983, la différence entre les deux vélos, enfin, avec le vieux vélo de 1983, qui était un Pinarello cabrassier, et un cadre à la pierre carbone, un vélo à 7 kg, la différence sur une montée d'environ 9 minutes était de 18 secondes, sur une montée de 9 minutes à 7%, ce qui représentait une différence de puissance d'environ 9 watts entre ces deux vélos. Pas énorme, hein, c'est pas énorme. Donc ça, c'est une expérience qui avait été menée par Frédéric Grapp, où je l'ai mise sur le site, vous verrez au lien sur la description, vous pourrez retrouver cette étude et la télécharger si vous voulez. Mais il faut bien se dire une chose, c'est qu'un vélo, le rebond d'un vélo, il est essentiellement conditionné en grande partie on peut quasiment dire que entre la force que vous appliquez sur les pédales et la force qui s'applique sur la roue arrière, le rebond d'un vélo est de 98% à peu près, hein, sur un bon vélo déjà. Ça veut dire que globalement, si vous mettez 400 watts sur les pédales, il y en a 392 sur la roue arrière. Donc vous n'allez pas pouvoir améliorer votre rendement et atteindre 100% ou 110%. C'est-à-dire qu'avec un rendement de 100%, ce qui est impossible, ce qui n'existe pas, hein, si vous arrivez à atteindre 99, c'est déjà extraordinaire. Et bien globalement, vous allez améliorer le rendement mécanique du vélo de Marco Pantani de quelques watts. Il ne faut pas rêver du tout. Euh, pour bien comprendre ça, quand Tadej Pogačar monte l'ascension plateau de Bay à 23 km/h de moyenne, la puissance nécessaire pour vaincre la résistance de l'air et la résistance au roulement, à cette vitesse-là, pour un coureur du gabarit de Tadej Pogačar avec son vélo, hein, avec un bon vélo de course, qui serait l'équivalent à celui de Marco Pantani ou de Pogačar, pour vaincre juste ces résistances-là, il faut environ 55 watts.
Voilà. 55 watts, c'est ce qu'il faut pour faire la résistance de l'air et la résistance au roulement. Eh bien, vous aurez beau essayer de réduire ces paramètres-là, à moins de vous couper les deux bras et voilà, je veux dire, vous n'allez pas pouvoir réduire considérablement la résistance de l'air. Si vous gagnez sur le cumul de la résistance au roulement et la résistance de l'air 8 watts, c'est le bout du monde, quoi, à ces vitesses-là. Il faut bien comprendre ça. Ah, il aurait fallu que Pogacar il roule en position triathlète, qui se coupe un bras pour gagner 20 watts, quoi. Vous voyez, c'est pas possible. D'autant plus que Pogacar roule avec un casque, là où Marco Pantani roule sans casque et le crâne chaud. Et un casque, en fait, ça augmente la surface frontale. Et les casques de vélo qui sont pas de contre-la-montre, globalement, sont moins aérodynamiques que le crâne chaud de Marco Pantani, hein, j'en suis à peu près certain. Donc, c'est pas du tout possible de gagner beaucoup de watts par l'aérodynamisme du vélo. Le vélo représente tout au plus 30% de la résistance aérodynamique sur les 55, sur les 40 watts environ que représente l'aérodynamisme. Donc, globalement, si vous améliorez le vélo, il vaut que 30% de 40 watts. Les 15 watts restants, c'est la résistance au roulement. Donc, il ne faut pas rêver. Au mieux, et c'est ce qu'avait dit Frédéric Rapp dans une interview pour le Figaro, c'est 5 à 10 watts que vous avez d'écart entre le vélo de Marco Pantani et le vélo de Tadej Pogacar. Voilà, ceux qui vous expliquent qu'il y a 40 à 50 watts d'écart n'y connaissent rien. Et ben voilà, ce sont des faux arguments. Voilà. Je mets au défi, on peut faire un test. Hein, si quelqu'un a un vélo de l'équivalent à Marco Pantani, je suis certain de mon coup, vous n'allez pas trouver 40 watts. Le test est facile à faire. Hein. Vous prenez un vélo moderne, un vélo de 1998 du Tour de France. Vous faites une montée de col, vous comparez la différence de puissance nécessaire pour monter le col à une vitesse donnée, et puis vous verrez que la différence n'est pas significative. Enfin, à haut niveau, elle l'est. Les 10 watts peuvent représenter 20 secondes, 30 secondes, mais pas 3 minutes 30. C'est bien ça qu'il faut confondre. Donc ça, c'est un mythe de prétendre que le vélo, que le matériel a énormément évolué. Il a évolué, mais sur les performances, ça reste à la marge. Okay, il y a des expériences qui sont faites par Alban Lorenzini. Il a un blog qui s'appelle Cycle et Forme. Vous allez voir, il décrit des tests qu'il a fait sur le roulement des pneus, etc., sur rigidité des cadres. Vous verrez que ce qu'on gagne, c'est à la marge. C'est vraiment à la marge. Ça ne peut être valable sur des vitesses élevées à 45 km/h, où la résistance de l'air est 8 fois plus importante qu'à 22 km/h. Donc voilà, donc en fait, cet argument-là est totalement caduc, quoi. C'est-à-dire que globalement, pour économiser 45 watts, il faudrait qu'il roule dans le vide avec des roues qui ne touchent pas le sol, quoi. Autrement dit, le gars, il est en lévitation. Voilà. Et la seule force qu'il aurait à vaincre, c'est la gravité. Et non, malheureusement, non, tout au plus une dizaine de watts d'économiser. Donc ça, gardez-le bien en tête. C'est un mythe de croire que le vélo, l'évolution des tenues, etc., va favoriser à ce point-là la performance. C'est un mythe. Euh, un autre mythe donc aussi qu'on peut évoquer, c'est le mythe de la supernutrition moderne. Donc, je vais détailler un peu plus, qui soi-disant permet d'améliorer considérablement les performances. Et notamment, j'ai entendu parler d'une histoire dont je vais y revenir, des 120 grammes de glucides par heure. Mais avant ça, je voudrais rappeler quand même que des bouquins de très haut niveau, il en existe déjà en 1996. Un livre s'appelle Équilibre alimentaire des sports d'endurance. Il est écrit par un docteur en nutrition qui s'appelle Denis Richer. Et dans ce livre-là, vous avez déjà trouvé quasiment toute la structure de la nutrition actuellement mise en place dans les sports d'endurance. Quasiment tout y est. Les rations de récupération, la quantité de protéines, la quantité de glucides, le type de glucides à consommer pendant l'effort, etc. La gestion du pH par l'alimentation, tous ces paramètres-là sont intégrés. Okay, c'est un bouquin qui date de 96, qui s'appuie sur des recherches et publications qui datent des années 80 et début 90. Donc ça fait plus de 40 ans en fait qu'on a des connaissances qui certes ont mis un petit moment pour passer du laboratoire des recherches au terrain, mais moi je connais ce bouquin depuis 1996. Il en a édité un deuxième en 90 qui s'appelle Guide nutritionnel des sports d'endurance, qui est un peu plus simplifié, qui fait quand même 300 pages, bien qu'il soit un petit peu allégé. Et derrière, Denis Richer a publié rapidement des tas de bouquins sur le sujet. Et c'est une pointure dans le domaine de la nutrition des sports d'endurance. Moi, j'en connais pas des meilleurs actuellement, hein, même des étrangers. Je pense que Denis Richer est le plus compétent actuellement dans ce domaine-là. C'est pas pour lui faire de la pub, mais moi, j'ai lu des tas de bouquins de nutrition et j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi pointu que Denis Richer. Il a également travaillé
avec l'équipe Festina, sachez-le, à la fin des années 90, et avec l'équipe Cofidis dès le début des années 2000. Donc ça veut dire que dans le cyclisme français, il y a belle lurette qu'on commence à intégrer, à utiliser les connaissances et les compétences d'un des plus grands nutritionnistes des sports endurance au monde, Denis Richer. Ok. Et moi, j'ai tous les bouquins de Denis Richer, depuis 1996 jusqu'au c'est des bouquins sur l'épénutrition des sports d'endurance. Et donc, je peux vous dire qu'il y a des évolutions qui existent, mais elles ne sont pas au point de transformer un coureur, faut pas rêver. Ok, ce sont surtout beaucoup d'évolutions qui sont liées à la santé, qui sont liées à la récupération, euh, beaucoup à la santé, hein, à l'immunité notamment. Donc, il ne faut pas du tout s'imaginer qu'avec la nutrition, on va tout transformer. J'ai lu et entendu des trucs comme quoi on prend des rations de protéines végétales, etc., couplées des protéines de blanc d'œuf et compagnie. Non, je veux dire, faut pas rêver, ça va pas changer les choses dans les grandes largeurs. Ok. Une bonne gestion de la nutrition permet surtout d'améliorer considérablement la récupération, d'améliorer l'immunité, c'est vrai, ça a un impact important sur le système immunitaire. Mais vous ne transformez pas le coureur, vraiment, vous n'allez pas du tout parvenir à vous transformer comme ça et pulvériser un coureur comme Marco Pantani, qui tournait à l'UPO, la route de croissance, la cortisone, comme tous les coureurs de top niveau mondial de cette période-là. Ok. Euh, je reviens à la fameuse histoire des 120 grammes de glucides par heure. Alors ça, c'est pareil, c'est une belle histoire, mais ça reste une blague. Il faut savoir que déjà depuis très longtemps, les scientifiques ont testé la quantité de glucides qu'on pouvait ingérer pendant l'effort, la quantité optimale. Pour que justement, ça améliore l'endurance, ça évite d'épuiser les réserves ou glycogène, et qui fait que du coup, on récupère globalement mieux et on termine plus facilement les épreuves. Et il s'avère que c'est autour de 60 grammes de glucides par heure, un seuil optimal, hein, pour une personne déjà qui fait 70 kilos. Ça ne serait pas vrai chez une personne de 50 kilos. Il faut bien tenir compte aussi du poids de la personne. Et qu'il y a eu quelques expériences qui ont montré que ça pouvait fonctionner un peu au-delà de 60 grammes, c'est-à-dire 80-90 grammes, mais dans des conditions très particulières, de type conditions très froides, voilà, où il n'y a pas un besoin d'apport hydrique considérable. Parce qu'il faut savoir que si plus vous consommez de glucides, plus il va falloir un apport hydrique important en eau et en minéraux. Donc si vous tourniez à 120 grammes, il faudrait boire quasiment 8 litres de flotte, 8 à 9 litres dans la sortie de vélo du Tour de France. Et je ne pense pas qu'on soit telle quantité de flotte ingérée. Ensuite, je suis allé lire cette fameuse étude, sur qui sert à justifier comme quoi on peut maintenant consommer 120 grammes de glucides par heure. Et très franchement, quand vous avez lu l'étude, eh bien, ça ne donne pas du tout cette impression-là. L'étude, en fait, je vais vous la résumer. Elle se consiste à comparer 26 trailers de haut niveau qui vont effectuer un marathon course à pied avec beaucoup de dénivelé, 4000 mètres, donc une épreuve qui peut durer plus de 4 heures, hein, qui est très épuisante musculairement. Et ils sont répartis en 3 groupes, un qui consomme 60 grammes de glucides par heure, un à 80 grammes et un à 120 grammes. Ben, en fait, le but de l'étude n'est même pas de mesurer le temps qu'ils vont mettre sur le marathon, de comparer leur performance. Non, non, c'est pas ça. On attend 24 heures après, on leur fait faire des épreuves de squat jump et de détente verticale, en gros. Et puis on regarde si musculairement ils ont mieux récupéré que les autres, quoi. Donc déjà, les résultats sur ces tests-là sont, à mon avis, enfin, ce que j'ai vu, pour moi, c'est pas significatif, hein, du tout. Et après, il y a un test de résistance où on leur demande de courir à 20 km/h sur un tapis roulant avec une pente à 1%. Donc ces tests-là ont été faits avant l'épreuve, puis un jour après. Et globalement, ceux qui ont consommé 120 grammes sur le test de résistance à 20 km/h, ils vont tenir un peu plus longtemps, une dizaine de secondes de plus que les autres. À 60 grammes et 90 grammes, à plus de 24 heures après l'épreuve, globalement, ils courent un peu moins longtemps à cette vitesse-là, une dizaine de secondes. Mais ce qu'il faut dire une chose, c'est que ce test, en fait, en quoi est-ce qu'il est bidon? Tout simplement, il est bidon dans le sens où les athlètes savent très bien qui consomme quoi. Ils savent très bien qu'ils ont consommé 120 grammes de glucides par heure. Donc, il y a un effet placebo qui est considérable et qui est négligé dans cette étude. Parce que l'effet placebo sur ce genre d'épreuve qui consiste à prolonger le temps, hein, c'est-à-dire que là, on parle de 1 minute 40 ou de 1 minute 50 à 20 km/h, là, l'effet placebo, il est considérable. Donc, en fait, elle n'a pas du tout de valeur scientifique, cette étude. Aucune pour moi. De plus, j'ajoute que sur les 26 athlètes qui ont été répartis en 3 groupes, dans le groupe à 120 grammes de glucides par heure,
Sur les 9 qui consommaient cette quantité-là, il y en a 2 qui ont abandonné pour troubles intestinaux. Sur le groupe à 90 grammes, sur les 9, il y en a un qui a abandonné à cause de troubles intestinaux. Sur les 8 qui étaient à 60 grammes par heure, il y a eu 0 abandon à cause de troubles intestinaux. Donc globalement, on sait déjà depuis très longtemps qu'au-delà d'un certain seuil, ça génère des troubles intestinaux qui sont importants. Et si vous faites ça sur des courses par étapes, c'est très risqué. Parce que si vous chopez des gros problèmes intestinaux sur une étape, vous n'en récupérez pas facilement. Donc, moi, je ne crois pas du tout à cette histoire des 120 grammes de glucides par heure. Ça me paraît complètement loufoque comme explication. Ça représente quasiment 500 calories gérées chaque heure. C'est quasiment plus que ce que les coureurs du Tour ont besoin en glucides par heure. Puisqu'en fait, ils ont une grande capacité à oxyder les lipides. Donc, je pense que ça, c'est un argument complètement bidon. Et il faut être un peu naïf, je pense, pour affirmer que c'est une nouvelle révolution dans la nutrition. Maintenant, on consomme 120 grammes par heure. Je vous ai mis le lien, vous verrez, il y a le lien de cette fameuse étude dans l'article que j'ai mis en description sous la vidéo. Vous irez lire, hein, je l'ai mis en français. En plus, je vous donne un lien en français, une traduction en français, qui vous permettra de voir qu'on n'a pas du tout à faire une publication scientifique. Moi, je trouve que ça devrait être refusé parce que même euh, le test des courir à 20 km/h le plus longtemps possible, en fait, c'est pas un bon test, quoi. C'est pas ça qu'on voudrait savoir. Ce qu'on voudrait savoir, c'est est-ce que les mecs sur le marathon, si on leur refait faire un marathon 3-4 jours après, est-ce que ceux qui ont consommé 120 grammes, ils vont plus vite que ceux qui ont consommé 60? Ou est-ce que pendant l'épreuve, il y a un avantage à ça? C'est ça qu'on aimerait savoir. Non, ce qu'on a tenté d'évaluer, c'est des paramètres qui sont purement musculaires, de type détente verticale, temps limite, AVMA. Et encore, je ne sais pas, je pense que 20 km/h à 1%, ça pique un peu trop. Donc on est plus quasiment sur la faculté anaérobie, quoi. Ok? Et je veux dire, le problème de Pogacar, c'est pas qu'il roule fort très longtemps, c'est qu'il roule très vite. Ok? Et les 120 grammes de glucides ne vous fera pas rouler très vite, hein, vous ne ferez pas croire ça. Et je vais terminer en ajoutant une chose. En ce qui concerne la capacité des cyclistes à terminer la dernière ascension à haute vitesse, c'est-à-dire à un niveau d'intensité élevé, dès les années 90, on sait très bien que Marco Pantani, Lance Armstrong, Jan Ullrich, tous ces coureurs-là, toutes ces stars-là, lorsqu'ils arrivaient au pied du dernier col, étaient capables de monter quasiment aussi vite que s'ils faisaient la montée seuls. Et ça, on le sait parce qu'il y a eu des contre-la-montre, où il y a eu des étapes, où il y a eu juste des arrivées en plaine et montées sèches de l'Alpe d'Huez. Et le record qui a été établi par Marco Pantani, globalement, qu'il soit fait avec 8 montées sèches ou avec 2-3 cols avant, l'écart il est de quelques 20-30 secondes, pas plus. Lance Armstrong, sur le contre-la-montre du Tour de France en 2001, il bat son record sur l'Alpe d'Huez, mais c'est de l'ordre de 20 secondes, okay, une vingtaine de secondes. Donc en fait, les gars, dans les années 90, ils sont déjà d'une résistance, d'une endurance incroyable. Ils terminent le dernier col à des puissances qui sont quasiment leur puissance maximale sur une montée sèche. Donc ils n'ont aucun problème de récupération, hein, déjà, dès la fin des années 90. Aucun problème. Et alors qu'est-ce qui permet ça? D'avoir aucun problème de récupération de cet endroit-là? Qu'est-ce qui fait qu'un athlète, il termine avec la même capacité au départ qu'à l'arrivée quasiment? Ben, un des critères clés, c'est que pour faire une ascension comme ça, en fait, il faut avoir des réserves glycogènes qui restent très élevées. Et pour ça, il faut avoir un VO2 max de dingue qui fait qu'à l'effort, quand vous montez l'école à 70% ou 75% de votre maximal, je dirais de votre puissance maximale, et bien vous consommez facilement les lipides. Et ce qui permet ça, c'est quand même d'avoir un très haut VO2 max. Et pour avoir un très haut VO2 max, il faut quand même avoir recours à l'EPO, dont on sait que l'EPO a un effet de 10 à 12% sur le VO2 max, et non 5 à 8%, comme j'ai entendu dire par un autre entraîneur, qui parlait d'une épreuve avec des micro-dosages, alors que l'EPO a été testé et l'effet sur la performance VO2 max, c'est 10 à 12%. Donc je reviens un petit peu sur ça, sur cette histoire de l'importance qu'avait l'EPO à cette époque-là. C'est que globalement, c'est important, hein, parce que quand on explique les performances de Pogacar en parlant de l'évolution de tous les paramètres que sont la technologie, le matériel, la nutrition, l'entraînement, etc., quand on dit ça, on devrait avoir une évolution des performances progressive au fil des années et des décennies. Or, ce n'est pas le cas.
Le plus haut niveau du cyclisme qu'on ait connu, c'était dans les années entre 95 et 2000. Voilà, on avait des performances incroyables. Parce que les gars, ça faisait quelques années qu'ils tournaient avec le PO, donc ils ont commencé à bien maîtriser leur protocole et ils étaient au top. Vraiment, ils réalisaient des performances stratosphériques. Sous les Armstrong, en gros, entre 2000 et 2010, le niveau était un tout petit cran en dessous de la fin des années 90, mais restait à un niveau très élevé. Et puis, entre 2010, 2011, on va dire, et 2020, le niveau a nettement diminué. C'est-à-dire que globalement, depuis l'affaire Festina, le niveau allait en diminuant sensiblement. On avait une baisse des performances dans les cols. Et depuis l'arrivée de Pogacar et Vingegaard, on retrouve des performances similaires à ce qu'on voyait dans les années 90. Donc on n'a pas du tout de progression linéaire en fait, hein. On avait une chute des performances qui était liée au fait que les contrôles antidopage étaient resserrés, qu'il y avait, je pense, une volonté aussi de rendre le cyclisme plus crédible, qui est vrai, hein, ça, on ne peut pas le nier. Donc il pouvait y avoir encore des performances hors normes, mais globalement, le niveau des vainqueurs du Tour et des coureurs qui jouaient les podiums, eh bien, était inférieur. Et il y a eu une période de creux entre 2010 et 2020 où très nettement les performances étaient bien inférieures. Et on l'a vu, c'est d'ailleurs, c'est quand même marrant, hein, mais c'est à ce moment-là qu'on a eu quelques podiums sur les Tours de France avec des Français. Parce qu'en France, je veux dire, c'est pas par chauvinisme, mais il y a une volonté quand même nettement plus marquée que dans beaucoup de pays d'avoir un cyclisme crédible. Ce qui a déclenché ça, c'est le tsunami de l'affaire Festina, où, pour ceux qui ne savent pas ça, hein, on a découvert qu'en fait, le cyclisme professionnel était gangréné à un niveau énorme par le dopage. Je vous invite à aller lire le livre de Bruno Roussel qui s'appelle Tour de vis, où il raconte ce qu'était le cyclisme en 1998. Il était directeur sportif de l'équipe Festina à l'époque. Et là, vous aurez un aperçu de ce que c'était que le monde du vélo en 98, avec le niveau de dopage qui a été atteint. Et après, il y a vraiment eu un net recul des performances dans les années 2010-2020. Donc voilà, ça c'est important d'avoir en tête, hein, parce que du coup, cette histoire de décalage qu'il y a entre 98 et aujourd'hui, 26 ans, eh ben non, ça marche pas, hein. On aurait dû avoir une progression. Si le matériel évolue, si l'entraînement, la nutrition évolue, on aurait dû avoir une progression des performances. Et on ne l'a pas. On a eu au contraire une baisse des performances. Et là, d'un seul coup, hop, on revient comme en 98. Et puis, il y avait des coureurs qui sont en carrière depuis 13 ans, 13-14 ans. On n'a pas vu leur performance s'envoler comme ça, hein. Il y a 13-14 ans, soi-disant, si ça évolue tant que ça, l'entraînement, la nutrition et le matériel, on devrait voir leur performance s'envoler également. Or, ce n'est pas le cas. Donc, on a vraiment un gros problème sur ce haut du panier. Euh, Autre remarque que j'avais notée qui était intéressante, alors, pareil sur l'entraînement, les évolutions ne sont pas aussi importantes que ce qu'on prétend, hein. La grande nouveauté du monde de l'entraînement, ça a été l'avènement des 14 puissances au début des années 2000. Donc ça, ces 14 puissances ont permis de bien comprendre les contraintes en cyclisme, c'est-à-dire de savoir de quoi on avait besoin pour faire une course, quel type de contraintes mécaniques, musculaires, énergétiques. Voilà, ça permettait vraiment de voir exactement ce qui se passait. Donc ça, c'était nouveau. Avant, on n'avait que les paramètres cardiaques et la vitesse pour essayer de comprendre un peu ce qui se passait. Et avec la puissance, on avait des données en direct, quoi, hein, à la seconde près, on savait ce qui se passait. Et ça a permis principalement de bien gérer les charges d'entraînement, de simuler des entraînements qui sont très proches des courses, donc de faire un peu moins de courses et de cibler un peu plus facilement les entraînements. Et pour moi, une des évolutions majeures que ça a eu, c'est que des coureurs peuvent se présenter au départ d'objectifs en ayant fait un peu moins de courses parce que justement, ils ont beaucoup plus ciblé, ils savent parfaitement où ils en sont parce qu'ils ont le capteur de puissance qui est un critère objectif de leur niveau de condition physique. Donc ça permet ça, hein, réduire un peu de fatigue du fait qu'on va faire des courses où on a du stress lié à la course, au déplacement, etc. Donc c'est beaucoup là-dessus qu'on y a gagné. Et je veux dire, on n'a pas gagné 5% de puissance depuis qu'on utilise les 14 puissances, hein. Ça, c'est pas vrai. On a amélioré, on a optimisé la gestion des charges d'entraînement. Les sportifs arrivent plus facilement prêts au bon moment, etc. Mais les progrès ne sont pas du tout miraculeux, faut pas rêver. Mais c'est passionnant d'utiliser un capteur de puissance. C'est très intéressant. Ça permet de se comprendre à l'effort. Et ça, pour les sportifs, c'est extrêmement intéressant. Moi, j'avais lu en 1998 le,
un fascicule d'entraînement qui était écrit par Bernard Bourreau, qui était l'entraîneur de l'équipe de France, le sélectionneur de l'équipe de France. C'était un document qui était utilisé par les juniors dans les années 90 avec Bernard Bourreau. Et c'était un document qui était déjà très très pointu en entraînement. Et ça avait été l'objet d'un mémoire que j'avais rendu en troisième année en licence. Et dans ce mémoire, je me souviens que avec Christophe Autier, qui était un maître de stage, eh ben, on avait repéré, on m'avait fait remarquer que Bernard Bourreau avait mis en place des protocoles, peut-être sans le savoir, qui permettaient de cibler un recrutement préférentiel des fibres rapides et des fibres intermédiaires en jouant sur les cadences de pédalage pendant les efforts d'intervalle training qu'il proposait. Parce qu'il proposait l'intervalle training, mais en plus de ça, il couplait ça avec des choix de cadence de pédalage qui permettaient en fait quelque chose qu'il n'avait peut-être pas identifié, mais qu'il avait senti intuitivement. Et ça avait été en fait très intéressant d'étudier ce qu'il conseillait aux juniors, et c'était déjà très pointu, très très pointu. Ok. Et aujourd'hui, quand je lis dans les bouquins de Frédéric Grapp ou de, comment il s'appelle, Guy Thibault, je crois, qui est également préparateur physique, enfin, tout un tas de spécialistes, ou Véronique Billat, euh, les évolutions ne sont pas si extraordinaires que ça. Vraiment, il ne faut pas rêver, quoi. C'est intéressant, mais ce qu'on améliore beaucoup, c'est la compréhension de ce qui se passe. Ok, mais on n'est pas, on n'en parvient pas à booster à ce point-là les limites humaines. Et je reviens sur cette notion de limite humaine parce que qu'est-ce qui fait qu'on peut dire qu'un sportif est extra-physiologique? C'est qu'en fait, jusqu'à l'époque où il n'y avait pas de PO, où il n'existait qu'un dopage sanguin éventuellement, on utilisait, enfin, pour mesurer les VO2 max des coureurs, entre les années 60 et la fin des années 80, donc pendant une période de 30 ans, les VO2 max étaient testés dans tout un tas de laboratoires, et donc on sait globalement à combien le VO2 max humain plafonnait. Donc, le VO2 max, c'est la consommation d'oxygène maximale que l'organisme peut assimiler et utiliser à des fins énergétiques. Et en fait, on s'était aperçu qu'il y avait des maximums que les athlètes ne parvenaient pas à dépasser, qui étaient autour de 90 chez les hommes et autour de 78 chez les femmes. Et si les valeurs de performance progressaient en marathon ou autre, ce n'était pas forcément lié à l'amélioration du VO2 max, mais à l'amélioration d'autres paramètres qui pouvaient être effectivement liés à une meilleure gestion de l'entraînement, à une meilleure gestion, effectivement, un matériel qui a évolué un petit peu, une meilleure gestion de course, etc. Donc les performances semblaient vraiment évoluer indépendamment d'une hausse du VO2 max. C'est-à-dire qu'entre 60 et 90, on voit les performances s'améliorer sur du marathon, sur du 10 000 mètres, mais on ne voit pas le VO2 max des humains évoluer. Ok. Par contre, lorsqu'arrive le PO dans les années 90, pour la première fois, on va voir des athlètes dans les années 90 qui vont avoir des VO2 max, qui vont crever le plafond et qui vont frôler les 100 millilitres minutes par kilo de VO2 max. Et ça, c'est Antoine Vaillère qui le décrit, puisqu'il a été entraîneur d'équipe Festina. Et donc, il y avait des tests qui étaient faits pour les coureurs d'équipe Festina au début de saison. Et puis, à d'autres moments de la saison, et Antoine Vaillère raconte qu'il avait vu des sportifs s'envoler, avoir des VO2 max de 85 et puis se retrouver à 98 6 mois plus tard. Et donc ça, c'est les gains qui ont été constatés en fait de l'EPO. On augmentait l'hématocrite, on augmentait donc le transport d'oxygène. Donc c'est comme ça qu'on a identifié en fait petit à petit qu'il y avait un seuil, une sorte de puissance physiologique qu'on ne pouvait pas dépasser. Et donc Antoine Vaillant il propose 410 watts pendant 30 minutes en fin d'étape, étant comme une zone limite. Au-delà de ça, on rentre dans les zones suspectes. Dans les bouquins de Frédéric Grapp, c'est en gros entre 5,8 et 6 watts par kilo pendant 40 minutes. Pareil, en fin d'étape, qui sont des zones suspectes. Euh, Bah, il faut voir que quand même, Pogačar, il était à 6,5 watts par kilo au minimum, quoi, sur cette ascension du plateau de Bailly. Donc on est très largement au-dessus de valeurs qui ont été considérées extra-physiologiques par des gens de terrain, et y compris des scientifiques. Ok. Donc le bouquin de Fred Grapp, j'ai mis la référence dans l'article, hein, à l'endroit où il parle de ça. Donc c'est comme ça en fait qu'on a petit à petit identifié des performances hors normes. Et si vous regardez les performances en course à pied, en athlétisme, j'ai regardé l'évolution des meilleures performances sur 10 000 mètres entre 1970 et aujourd'hui. Et en fait, vous voyez bien qu'au début des années 90, ben, on arrive enfin à descendre sous les 27 minutes sur le 10 000 mètres. C'est-à-dire qu'on plafonnait autour de 27-10, 27-20 pendant assez longtemps.
Et en début des années 90, l'EPO est mis sur le marché. Et étonnamment, on voit les performances sur le 10 000 mètres enfin franchir un cap et se jouer en dessous de 27 minutes. Coïncidence ou pas, mais dans le vélo, on voit les performances s'envoler à cette époque-là. En athlétisme également, sur les épreuves de fond et demi-fond. Donc c'est voilà, c'est vraiment, il ne faut pas être naïf. Ce qui a permis une évolution majeure des performances en endurance, ça a été des procédés de dopage qui permettaient d'oxygéner le sang. En sachant qu'avant le PO, la transfusion sanguine était déjà utilisée, ok, à des fins de dopage. Donc la transfusion sanguine, c'est un effet comme le PO, mais c'est moins efficace, ça dure moins longtemps et on n'obtient pas des gains aussi importants. On est de l'ordre de 5 à 6% d'amélioration sur le VO2 max, à peu près. Un peu comme un stage dans l'altitude. Voilà, c'est le même ordre d'impact. Donc voilà, est-ce que j'avais autre chose que j'avais noté d'intéressant? Alors on va poser aussi la question du dopage mécanique. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais en fait ça me paraît un peu gros, honnêtement. Parce que si un coureur se fait prendre à du dopage mécanique, on dit un moteur dans la roue arrière ou un moteur dans le pédalier, aïe, franchement, il se décrédibilise complètement, son équipe également. Donc c'est prendre un risque énorme parce que là, vous n'avez aucun moyen de vous défendre. Alors que pour le contrôle antidopage, vous pouvez toujours ergoter, dire ouais, le flacon a été mal fermé, le pH de l'urine n'a pas été mesuré comme il faut, etc. Il y a des stratégies de défense qui sont utilisées par les avocats qui font que globalement, avec le contrôle antidopage, on arrive toujours à faire planer le doute et éventuellement à lever les suspicions. Ok, on va jouer à la marge, on va raconter des carabistouilles, et ça va être très compliqué avec un moteur électrique. C'est pour ça que je pense qu'il faudrait être un peu bête pour le faire. Ah bon, peut-être, honnêtement, ça me paraît trop grand, beaucoup trop grand. Ça ferait, voilà, on verra, hein. L'histoire nous dira là, s'il y a quelque chose. Mais moi, j'ai tendance à trouver ça tellement énorme que ça serait vraiment mettre trop. Voilà. Euh, Autre chose, il y a une autre chose qui avait été évoquée. Quelqu'un faisait remarquer que Greg LeMond avait suggéré que c'est parce que Pogačar et Vingegaard, notamment Vingegaard, étaient 10 kilos de moins que lui, qu'il pouvait monter l'école aussi vite. Parce que Greg LeMond avait dit, bon, imaginons Pogačar et Vingegaard et moi dans la même puissance, mais lui il fait 10 kilos de moins. Forcément, il montera l'école plus vite que moi. Mais le cyclisme, ça marche pas comme ça. Parce qu'en fait, il suffit pas de abaisser son poids un maximum et on va pas forcément garder la même puissance en réalité. C'est pas une histoire d'algèbre pure, hein. Ça marche pas aussi simplement que ça. Ça serait trop beau si c'était ça. Il suffirait que d'être le plus léger possible pour être le plus performant possible en montagne. C'est un critère, mais c'est pas suffisant. Il est vrai que les cyclistes sont nettement plus affûtés actuellement que Greg LeMond ou Laurent Fignon, par exemple, ou Bernard Hinault. Ça, c'est vrai. Mais c'est pas possible, si vous voulez, d'abaisser son poids de manière considérable sans risquer d'avoir une fonte musculaire. Pour compenser la fonte musculaire, globalement, les techniques consistent à prendre des produits anabolisants, y compris des produits anabolisants discrets, tels que le salbutamol à haute dose. C'est ce qui était arrivé à Christopher Froome. Il avait eu un contrôle du dopage au salbutamol, qui est normalement un produit bronchodilatateur pour les gens qui font de l'asthme. Normalement, on ne passe pas positif au contrôle avec de l'éventoline, qui est prise en dose normale, parce que c'est des doses qui sont très faibles et qui ont juste un effet de vasodilatation des bronches. Mais à haute dose, si vous allez lire les bouquins, notamment de Jean-Pierre Mondonard, qui a écrit un bouquin sur le dopage dans le sport en général, il explique bien, et c'est très bien documenté, qu'à haute dose, le salbutamol est un anabolisant. Donc à des doses qui sont très élevées, hein, on parle de 10 à 20 fois ce qui est recommandé chez les asthmatiques. Et donc, à mon sens, pour réussir à être ultra maigre et en conservant la masse musculaire, il faut donc combiner anabolisant avec une alimentation hypocalorique, tout un tas de choses extrêmement limites sur la santé. Donc ça, c'est des stratégies qui sont mises en place, mais ça ne marche pas aussi simplement que ça, hein. Si vous abaissez votre poids de 8 kg, alors que vous êtes déjà relativement affûté, vous allez perdre forcément de la masse musculaire et aussi de la puissance, hein, en réalité. C'est pas de l'algèbre, en fait, l'organisme, il s'adapte aussi à ce dont vous allez avoir réellement besoin pour vivre. Donc c'est pas aussi simple que ça. Voilà, ouais, je pense que j'ai fait le tour des questions que j'avais notées, qui me paraissaient intéressantes.
Je vérifie, je n'en ai pas oublié. Mais globalement, voilà, je crois que j'ai fait le tour de ces petits points et je vous mets les liens de tous ces articles éventuellement que j'ai évoqués dans la description. Allez, merci. Et puis, j'arrête là pour cette année. J'ai d'autres choses à faire. Mais l'année prochaine, je pense que ça va être une année sympathique, Tour de France. Allez, au revoir. Merci de votre attention.